Merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'être sur la scène de la FUP et en particulier sur cette édition anniversaire. Quand on a vu le Call for Paper de l'édition anniversaire, on s'est dit que ça pouvait quand même être vachement sympa de faire ce genre de retour d'expérience parce que ça fait maintenant 10 ans, et en réalité un petit peu plus, qu'on a mis en place la clean architecture chez nous sur une stack PHP, Symfony pour faire du web classique. Et donc on voulait vous montrer un peu comment on a fait ça. Avant de commencer, petit disclaimer, cette conférence n'est pas un cours magistral sur la clean architecture. Le but, c'est pas de vous expliquer ce que c'est. On aurait pu faire une conf dédiée à ça, mais là, on n'aura pas le temps, donc on va faire quelques minutes là-dessus, mais ce ne sera pas le sujet. Ce n'est pas non plus mon avis personnel sur la clean architecture. Le but, c'est vraiment de faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé chez Open Classrooms depuis plus de 10 ans. J'y étais pas à l'époque où ça a été mis en place. J'ai discuté avec les gens qui y étaient. Et l'idée, c'est de vous montrer vraiment comment ça a évolué, comment on l'a fait à l'époque avec les connaissances qu'on avait et la stack qu'on avait à ce moment-là, et comment ça a évolué avec l'expérience, avec les erreurs qu'on a fait ou pas, avec l'évolution aussi du langage, du framework, etc. Tout ça a forcément influencé les évolutions. Donc moi, c'est Olivier, je suis dev backend chez Open Classrooms, ça a été dit, et c'est pas non plus le sujet de la conf. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous l'ai dit, clean architecture, qu'est-ce que c'est? On va quand même prendre quelques minutes pour poser un peu le cadre et qu'on sache tous de quoi on parle, pour ceux qui n'ont jamais forcément trop entendu parler. On fera quelques minutes là-dessus, et après l'idée c'est vraiment de plonger sur le retour d'expérience, donc vous montrer comment on l'a mis en place à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, à quoi ça pouvait ressembler en termes d'architecture, donc vous verrez c'est beaucoup de schémas, que j'ai essayé de rendre le plus lisible possible, c'est pas du UML strict, etc. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu lisible, mais vous verrez que c'est quand même pas mal étoffé au bout d'un moment. On verra ensuite les évolutions, comment on a fait évoluer, parfois simplifier, etc., cette architecture au fil du temps. Alors, petite alerte ici, justement, vous verrez les schémas changer d'un moment à l'autre. Comme on l'a dit là en introduction, ce sont des évolutions qui ont eu lieu sur 10 ans, même plus. Donc ça peut choquer des fois d'une diapo à l'autre de dire boum, on a enlevé ça. En réalité, c'est des mois, des années d'itération, de tests, voilà, de l'expérience qui nous dit c'est peut-être mieux de faire sans ça, ou avec ça, avec ça. Et on terminera par une petite conclusion sur tout ce que ça nous a enseigné, évidemment, ce qu'on en a appris, ce qu'on peut vous transmettre là-dessus, et quelle vision on a pour la suite, parce qu'évidemment l'architecture n'est pas figée, elle continue d'évoluer. Elle doit continuer à s'adapter à son contexte, à son business, aux évolutions du langage, du framework ou d'autres, etc. Et donc, on peut et on doit surtout rester attentif à faire évoluer ça en fonction de nos besoins. Avant de rentrer dans tous ces sujets, j'ai quand même une petite histoire à vous raconter. Et pour ça, on va revenir justement plus de 10 ans en arrière, à une époque où Open Classrooms s'appelait encore le site du zéro. Ça vous dit peut-être quelque chose. À main levée, je ne sais pas, qui connaît le site du zéro, l'a déjà utilisé? Fantastique. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à autre chose. Donc le site du zéro, du coup, je vais faire court sur la présentation, évidemment. À l'époque, c'est des cours en ligne, gratuits, en libre accès. D'ailleurs, pour info et ceux qui ne savent pas, c'est toujours gratuit et en libre accès sur Open Classrooms, pour ce qui concerne les cours. À l'époque, c'est aussi un forum assez actif, bien référencé, etc. Et le business qu'il y a derrière, c'est de la vente de livres, des fiches études qui sont en lien avec des écoles, des choses comme ça. L'équipe, à l'époque, bosse sur une V3 du projet. Il y a une première version, une deuxième version. On est sur une V3 qui commence, donc là on est entre 2011 et 2013, pour vous situer à peu près. Cette V3, elle commence à montrer ses limites quand même, dans ce qu'on arrive à y faire, dans la manière dont on arrive à faire évoluer le code, à rajouter des features, à le tester aussi, des choses comme ça. Beaucoup de rigidité, beaucoup de fragilité, des choses qui sont compliquées. Je vous passe les détails. L'équipe de l'époque décide donc de faire une refonte complète pour passer sur une V4. Une V4 qui, entre autres, par exemple, intégrera aussi Symfony 2. La V3 n'avait pas de framework, c'était du PHP vanilla simple. Donc on passe sur du Symfony 2 et on refait tout et on essaye de régler justement ces problèmes de fragilité, de rigidité, etc. pour repartir sur quelque chose de plus serein. On est en 2012-2013, il commence à y avoir cette transition du site du zéro vers Open Classrooms, donc avec tout ce que ça implique aussi en termes de perspective de business, d'évolution, etc. Et donc il nous faut quelque chose qui puisse s'adapter aux changements, évoluer vite, sur lequel on puisse itérer, etc.
Donc on va faire ça. On est un matin de janvier 2013 quand la V4 est mise en prod. Et là, c'est la cata. Tout est cassé, mais vraiment, tout est cassé. Il n'y a plus de site, la mise en prod a lieu le matin, et jusqu'à 20h le soir, le site n'est plus accessible. Les équipes, je ne vous raconte pas dans quel état elles sont. Quand je dis les équipes, à l'époque, on est encore en mode start-up, hein, donc l'équipe de dev, ou même l'équipe tech, plus globalement, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, c'est un peu la panique, il faut remettre ça en ligne, il faut essayer de retrouver le site. Petit à petit, on va réussir à retrouver des petits morceaux, à recoller les choses. En réalité, on arrive à remettre ça en ligne le soir, mais ça va être encore plusieurs semaines et plusieurs mois derrière de travail pour recoller les morceaux, pour corriger ce qui ne va pas. Et en fait, on se rend compte que cette V4, elle reprend les mêmes problèmes, elle retrouve les mêmes problèmes que ce qu'elle était censée régler de la V3. Donc on a des problèmes de rigidité, de fragilité, de difficulté à tester, même rien que sur une CI, par exemple, à l'époque, l'environnement de CI est plus lourd que l'environnement de prod. On a besoin de plus de ressources pour faire tourner notre CI que pour faire tourner notre prod. On a aussi du couplage un peu bizarre dans le métier, dans le domaine, où à l'époque, par exemple, une école dans notre domaine hérite d'un thread de forum. Donc si on supprime un thread de forum, potentiellement, on supprime une école. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, c'est rigide, c'est fragile, c'est compliqué à faire évoluer, on n'arrive pas à coder là-dedans. Et c'est le timing dans lequel notre CTO de l'époque arrive dans l'entreprise. Donc il a vécu la fin de cette refonte, la mise en prod, etc. Il voit ça et évidemment il se dit c'est pas possible, plus jamais ça. Et c'est là que va être introduit donc le sujet de la clean architecture chez Open Classrooms. Donc la clean architecture, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors déjà, c'est un concept qui a été, un ensemble de principes, etc., qui a été popularisé par Robert C. Martin, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Uncle Bob. En 2008, à peu près, 2008, c'est le moment où on commence à voir les premières vidéos sur le blog Clean Coder d'Uncle Bob. Je fais cette petite précision parce que, je vous ai mis la couverture du livre, le livre, lui, est sorti bien après, je crois 2016-2017, un truc comme ça. Et donc, c'est important à savoir parce que l'équipe qui va essayer de mettre ça en place chez Open Classrooms à l'époque n'a pas forcément énormément non plus de documentation sur le sujet. La clean architecture, donc, c'est un ensemble de principes, de réflexions qu'on va essayer de détailler un petit peu juste après. C'est aussi une agrégation de travaux qui avaient déjà existé auparavant sur l'architecture hexagonale, par exemple, ou le use case driven design. Parmi les gros principes qu'on peut mettre en avant, encore une fois, je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, le but, c'est pas de voir dans le détail ce qu'est la clean architecture, ce serait trop long, mais au moins de voir les principaux principes et ce qu'on a essayé d'appliquer chez nous. Donc déjà, le principe principal, je ne sais pas si ça se dit principe principal, ça fait bizarre, c'est de mettre le métier au centre de l'application. Donc c'est-à-dire qu'on veut que notre code métier soit au centre et indépendant, isolé de tout le reste de l'application et des couches différentes de l'architecture. Donc isolé du framework, de l'infra, de plein de choses, de la base de données, tout ce que vous voulez. Et le code métier donc est indépendant, peu importe où on va l'exécuter, il va toujours s'exécuter de la même manière, peu importe le contexte. On met le métier au centre. Et je l'ai dit, on le rend indépendant, mais plus que ça, on rend chaque couche de notre architecture indépendante l'une de l'autre. Et on parle d'abstraction parce qu'on va justement, pour permettre ça, faire communiquer chaque couche de notre architecture par des abstractions. La clean architecture, elle vise aussi à appliquer strictement les principes solides. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les principes solides non plus, ça pourrait être une conférence à part entière, mais c'est vraiment dans les principes de la clean. D'ailleurs, le solide, on le doit aussi à Uncle Bob, donc ça paraît assez évident. Un des principes intéressants aussi, c'est la testabilité. L'idée, c'est vraiment de rendre les choses testables, et en fait, c'est un peu une conséquence de ce qu'on s'est dit juste avant, le fait d'isoler son métier, son code métier, de le rendre indépendant du reste, ça permet de le tester beaucoup plus facilement aussi. Une notion qui est intéressante aussi dans l'architecture, c'est l'intention révélée. L'idée de l'intention révélée, c'est, là on est vraiment plus sur, si je prends un exemple un peu basique, c'est si vous ouvrez un projet qui est fait en clean architecture dans votre IDE favori, que vous lisez l'arborescence, vous êtes censé comprendre ce que fait l'application. Par l'organisation, par le nommage des dossiers, des classes, etc. L'intention doit être révélée.
et donc on comprend ce que fait l'application. Une manière d'illustrer la clean architecture qu'on voit souvent, c'est une représentation dans ce style-là. Celle-là, elle ressemble à celle qu'on voit sur le blog Clean Coder d'Uncle Bob. Et donc là, on voit les entités au centre. Les entités, c'est vraiment les objets du domaine métier qui ont la logique métier. Autour, on aura ici ce qu'on a appelé des use cases. Alors dans certaines versions de schéma de la clean architecture, vous pourrez aussi entendre parler d'interactors. C'est aussi un terme qu'on voit dans la clean architecture. Nous, on parle de use case. Là, c'est plutôt la logique applicative. Et autour, on a tout le reste. Donc ça peut être le framework, ça peut être de l'infra, ça peut être une base de données, c'est l'UI aussi, toutes ces choses-là. Et donc les couches communiquent entre elles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc autrement dit, l'entité qui est au centre et qui est garante de la logique métier, elle n'a pas connaissance de ce qui se passe autour d'elle et elle ne communique pas dans l'autre sens. Là, je fais une petite pause parce que ça va être important aussi pour la suite et comprendre certaines choses qu'on fait chez nous. Il y a une petite ambiguïté ici sur justement l'appellation entité, au sens de la clean architecture ici, qui est donc porteuse de la logique métier, ou dans une stack comme celle qu'on a nous et que vous connaissez peut-être, avec Symfony, donc Doctrine, où on parle aussi d'entités, et qui sont plutôt des objets qui représentent en fait ce qu'on a en base de données, assez basiquement, et qui n'ont pas forcément de logique métier, eux. Donc là, il y a parfois, quand on se parle, une petite ambiguïté sur tu parles d'entité, tu parles de quoi. Ça peut parfois des fois rendre la discussion un petit peu compliquée. Je fais une petite pause. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de voir comment on a implémenté tout ça chez nous, comment on a interprété ça et fait la clean architecture. Encore une fois, là, il faut revenir en arrière, bien se dire que les premières choses que je vous montre ici, on est en 2013, la documentation sur la clean architecture, elle n'est pas énorme, on a bien compris les principes, tout ça, mais il n'y a pas énormément de documentation sur comment le faire, encore moins dans un environnement PHP, Symfony, web. Souvent, les exemples qu'on trouve, c'est lié à de l'applicatif lourd, de l'industrie, Java, etc. Donc, il faut essayer de transposer tout ça et de voir comment on peut le faire chez nous. On va partir d'un schéma très simple, stack qu'on connaît a priori. Là, en plus, quand on est dans un contexte Symfony comme nous, on a un contrôleur qui reçoit une requête qui doit envoyer une réponse. Jusque-là, il n'y a pas trop de raison que ça change de toute façon, puisqu'on aura toujours ce contrôleur qui va recevoir une requête, qui va envoyer une réponse. Par contre, ce qui se passe entre deux et tout le traitement qu'on va faire après, ça peut être intéressant de voir comment on peut le découper. Donc on sait, on l'a dit, notre logique métier, notre logique applicative, c'est les entités et use cases. Donc à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, on va vouloir que ce contrôleur il puisse communiquer avec eux. Parce que c'est eux qui ont toute la logique. Lui, il n'est pas censé faire quoi que ce soit. Donc on va commencer là à rajouter des couches et de la plomberie un petit peu partout, sur différentes couches. Si on reste d'abord sur la couche, voilà, on voit les différentes couches dont je parle, on redétaillera après certaines de ces choses. Là, c'est découpé grossièrement, hein, mais vous voyez un petit peu de quoi on parle. Une première itération, c'est donc ici, si on monte du contrôleur, vous voyez qu'il y a un modèle, la validation, ça, on est encore dans une couche framework qu'on connaît un petit peu, un modèle qu'on va valider avec les outils de Symfony qu'on connaît de validation, etc., qui nous permet de valider qu'on n'a pas reçu n'importe quoi dans le payload de la request, etc. On a notre modèle qui est valide. De l'autre côté, on a le use case, et on voit que le use case, lui, il doit recevoir une use case request. Et ça, c'est la base aussi. Alors, ça ressemble fort à ce qu'a le contrôleur, d'ailleurs, avec sa request, sa réponse. Et le use case, c'est ça, c'est qu'il va devoir, lui, recevoir une use case request, qui est formatée d'une certaine manière, et il sait qu'il peut utiliser cette request, et il va renvoyer une use case response. Et il ne s'occupe pas de ce qui se passe autour. Du coup, pour ça, le contrôleur, il va devoir générer cette request, et pour ça, il va appeler un builder, qui, lui, va se baser sur le modèle qui vient d'être validé, pour générer la use case request qui a les bonnes données, et l'envoyer donc au use case. Le use case, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné, il va devoir essayer de communiquer avec une source de données.
une base de données, une API externe, peu importe. Si on lui demande de mettre quelque chose à jour, ou même si on lui fait juste un get simple pour récupérer la liste des cours, par exemple, il faut bien qu'il les trouve quelque part. Mais, encore une fois, on ne veut pas que les couches communiquent directement entre elles, on l'a dit tout à l'heure, on veut qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient isolées, et donc on va mettre une couche entre les deux. Ici, qu'on va appeler une gateway, et cette gateway, elle peut avoir différentes implémentations en fonction justement de la source de données. Ça va être un repo Doctrine si c'est une base de données, ça va être un client HTTP si c'est une API externe, etc. Ça peut être un client Algolia ou que sais-je. Et ensuite, on va avoir le côté réponse comme on a eu le côté request tout à l'heure. À savoir que le use case, on l'a dit, il faut qu'il réponde donc avec une use case response. Cette use case response, elle va servir au contrôleur pour générer, lui, son view model qui va serialiser et renvoyer dans la réponse HTTP. Et pour faire ça, on va avoir d'autres couches aussi, à savoir que le use case, lui, va utiliser un assembleur pour générer sa réponse. Et une fois que le contrôleur a récupéré ça, lui aussi va utiliser un assembleur pour générer son view model. Et enfin, il y a une dernière étape, je dirais, pour avoir une première aperçu de ce que c'était à ce moment-là, quand on l'a implémenté pour la première fois, c'est que là, on ne le voit pas assez sur le graphique, mais on l'a dit tout à l'heure, on veut que les différentes couches, elles communiquent par abstraction, pour pas qu'elles aient connaissance de ce qui se passe ailleurs. Donc, on va rajouter des interfaces. J'entends déjà quelques murmures, des trucs... ça commence à être un peu velu. Donc, on rajoute des interfaces. Si on zoome un petit peu, juste pour montrer des petits exemples concrets, sur le contrôleur, par exemple, on l'a dit, il a besoin d'un builder pour générer la request, il a besoin après d'un assembleur pour générer la view model quand il répond, etc. Tout ça, ça va être des interfaces qu'on lui injecte, et donc il n'a pas besoin de se soucier de l'implémentation de ces interfaces, il fait ce qu'il a à faire, et c'est tout. Pareil, si on zoome sur le côté use case, ça va être la même chose. Au lieu de lui injecter directement une request, ce sera une interface. Au lieu de lui injecter directement un assembleur, ce sera une interface pour qu'il génère la réponse. Et la gateway, on l'a vu tout à l'heure, c'est une interface en soi, puisqu'il peut y avoir différentes implémentations. Donc là, on est sur une version qui est assez proche de ce qu'on connaissait à l'époque. Je vous montre rapidement en termes de code ce que ça peut donner. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas le vrai code de chez nous, j'ai un peu simplifié, ne serait-ce que pour les besoins de la taille que j'avais sur les slides. Mais au moins qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Là, on l'a dit, dans le contrôleur, ça reste assez simple. Donc c'est un contrôleur Symfony classique. Il a une request, il doit renvoyer une réponse. Et pour ça, donc, il va récupérer un modèle à partir de ce qu'il y a dans le payload de la request. Il va le valider. Grâce au builder qu'on lui a injecté, qui est une interface, je le rappelle, il va générer use case request. Là, on peut voir le pattern builder. Il va ensuite appeler le use case en lui-même, avec cette request qu'il a générée. Le use case qu'on injecte à ce moment-là dans le contrôleur, je vous laisse deviner, c'est aussi une interface. Et on récupère la réponse. Et avec ça, il va pouvoir faire son view model via un assembleur, qui est une interface qu'on lui a injectée, et il renvoie le JSON response. Côté use case, même logique, ce qu'on a vu dans le schéma, c'est qu'on a notre use case à qui on injecte les interfaces dont il a besoin. Ici, une gateway, un assembleur. Là, on est sur un get courses assez simple qui doit juste renvoyer une liste de courses. Une liste de courses, désolé, parce que je l'ai dit en anglais, mais ce n'est pas la liste de courses, vous allez au magasin. Et donc, il a sa méthode execute où il va avoir la request. On sait qu'il doit renvoyer une réponse. Tout ça, encore une fois, c'est des interfaces. Et donc, il va appeler la gateway pour récupérer sa liste de cours et l'assembleur pour générer la réponse qui va bien. Il n'a pas besoin de savoir comment tout ça est implémenté. Un exemple d'assembleur, de ce que ça peut être, et là on commence à voir aussi un petit peu quand même de complexité, parce que l'assembleur lui-même, on va lui injecter des builders pour créer les différentes parties de la réponse qu'il doit assembler. En l'occurrence ici, on est sur une liste de cours. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Donc on lui injecte les deux interfaces, et il va donc générer sa liste de cours. Bon là, c'est du code refait pour l'occasion, c'est pas forcément comme ça que ça se fait, mais donc il a sa liste de cours qui est générée grâce à un builder qui va builder chaque item de la liste. Et une fois qu'il a buildé chaque item, on passe cette liste à un autre builder
qui lui va générer vraiment la réponse finale avec la liste qui va bien. Dedans, il peut y avoir par exemple des éléments aussi de pagination, etc., qui va rajouter parce qu'on veut la liste finale. Je vais faire une pause là aussi. Donc là, on a une version, je reviens dessus, qui ressemble à peu près à ce qu'on avait à ce moment-là. En plus ou moins complexe en fonction des cas, en fonction des use cases, etc. On peut remarquer un premier truc, c'est que c'est assez velu, et on a des interfaces partout. Dans cette configuration-là, chaque classe a son interface. Après, on ne va pas se mentir, ce modèle-là, même s'il paraît complexe comme ça, à ce stade-là, on est solide à 100%. Là, vraiment, il n'y a rien qui dépasse, c'est solide, et c'est solide dans les deux sens du terme, hein, au sens des principes solides, et au sens que notre application, elle évolue facilement, elle est costaud, on peut difficilement casser quoi que ce soit, on touche un truc d'un côté, ça ne va pas déborder de l'autre, tout est bien séparé, etc., etc. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc l'équipe va vivre avec ça quelques temps, et forcément, avec les années, on va commencer à se poser des questions et quand même à rencontrer certaines difficultés. Une des premières difficultés, c'est tout simplement la complexité du truc, quand même, on va pas se mentir. On est sur un contexte web, PHP, Symfony classique. On est une application web où on a parfois certains scopes où on peut avoir un peu de complexité métier, mais globalement, on fait quand même une grosse majorité de CRUD. Donc, on peut se poser la question de est-ce qu'on a besoin de tout ça pour faire du CRUD. Mais cela dit, ça a quand même fait ses preuves. En utilisant tout ça, on a réglé, là à ce moment-là, on a réglé nos problèmes de fragilité, de rigidité, de difficulté à tester. On a isolé notre métier, on a nos use cases, nos entités. Ça, on peut le tester facilement, c'est isolé du reste. Donc il y a quand même vachement de bénéfices. Donc il n'est pas question évidemment de tout remettre en cause. Cette architecture, elle tient la route et elle nous a permis de régler ces problèmes. Mais on va quand même se poser des questions et voir si on ne peut pas simplifier un petit peu certaines choses tout en gardant l'essence même de la clean. Il va y avoir une première évolution qui va arriver à un moment donné, c'est un contrôleur unique. On se base beaucoup chez nous sur nos spécifications OpenAPI. Et donc on va avoir un contrôleur unique qui va, on se rend compte là dans le schéma que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est que le contrôleur il va faire toujours un peu la même chose, hein, il reçoit une requête HTTP, il génère un modèle, il le valide, sur la base de ce modèle il génère un use case request, et après c'est le use case qui se débrouille avec ça. Et pareil, quand il reçoit la réponse du use case, il va toujours faire un peu pareil, il va récupérer il va générer un view model sur la base de ça, et il va répondre. Donc ça, on peut le standardiser, on peut le automatiser pour la plupart des cas. Donc c'est ce qu'on fait. Donc je vous l'ai dit, ça se base sur nos spécifications OpenAPI. Là, on a un exemple rapide. Le petit truc qu'on peut noter, si vous regardez dans les lignes du bas, là, on a X use case. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on a rajouté justement dans nos spécifications OpenAPI qui nous permet de dire, sur cette route-là, avec cette requête et avec ce request body et avec cette réponse, c'est ce use case-là que tu dois appeler. Et là, notre contrôleur unique qu'on a appelé OpenAPI Controller, il peut tout faire. Il sait la tête que doit avoir la requête qui devra passer au use case. Il sait quelle est la tête de la réponse qu'il doit récupérer. Et donc, il peut tout gérer tout seul. C'est standardisé, c'est automatisé. Ça nous permet de clarifier déjà un petit peu cette couche-là, qui était encore un peu plus dans la couche framework, mais quand même, ça faisait déjà un certain nombre de fichiers à créer à chaque fois qu'on voulait créer une nouvelle route, un nouveau use case, etc. Ça simplifie ça quand même. Et puis, on reste un peu dans la couche framework, donc dans un sens, nous, ça nous permet quand même de nous concentrer plus sur la partie métier. Encore une fois, nos use cases, nos entités qui sont les plus importantes. Et donc, dans le temps passé, ça permet de se concentrer là-dessus, sur cette logique-là, qui, elle, a besoin d'attention, alors que le contrôleur, il va systématiquement faire la même chose. Donc, si on supprime cette couche-là, on simplifie déjà un petit peu le schéma. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir aussi que dans notre architecture, on avait des patterns, builders, assembleurs, etc., qui étaient là systématiquement. À chaque fois qu'on crée une nouvelle route,
donc avec un use case, donc un contrôleur, avec un use case associé, etc. Et ben on avait systématiquement un builder pour la request, un assembleur pour la réponse, avec toutes les interfaces associées, etc. Mais là, encore une fois, on peut se poser la question de la pertinence d'avoir systématiquement un builder ou un assembleur. Parce que nos use case requests, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure dans le code, mais en fait, c'est des simples DTO. C'est pour faire un peu le passe-plat des propriétés dont va avoir besoin le use case pour faire ce qu'il a à faire, mais ça reste un simple DTO. Donc est-ce qu'on a besoin d'un pattern builder pour builder un DTO? Donc là aussi, on va se poser la question. Sur les assembleurs, par exemple, quand on répond, on se rend compte que souvent nos assembleurs, ils font en fait du mapping d'attributs entre ce qu'il a récupéré dans le use case de la base de données ou autre qui vient de l'entité et le use case response qu'il doit construire. Et en fait, il fait du mapping de propriétés où c'est souvent les mêmes et il renvoie ça. Donc on n'a pas forcément besoin d'un assembleur pour faire ça. Là, pour le coup, on a créé un objet Hydrator qui permet de faire ça pareil, de manière standard, automatique, et on n'a plus besoin d'un assembleur juste pour ça. Même principe pour les builders, et là, cette fois-ci, on se base plus, j'en parlais tout à l'heure, sur l'évolution du langage. Avec les versions les plus récentes de PHP, on a retrouvé par exemple les name parameters. Et donc là aussi, quand on fait juste du mapping d'attributs de propriétés assez basiques, en fait, on peut juste faire un new request en lui passant les paramètres qu'on a envie de lui passer, et ça fait la même chose. Et du coup, pareil pour les assembleurs d'ailleurs, entre l'object Hydrator qu'on a créé par la suite ou les name parameters, c'est possible que ça fonctionne aussi. Tout ça nous dit que finalement, les request builders ou les response assembleurs, c'est peut-être pas obligé d'être automatique, systématique. Donc, on peut clarifier encore un petit peu le schéma. Je vous rassure, je ne vais pas tout enlever, hein. À la fin, il ne sera pas vide le schéma. Une fois qu'on en est là, on est déjà sur quelque chose de plus pur. Alors, évidemment, je vous l'ai dit en intro tout à l'heure, hein, les couches qu'on a enlevées, c'est pas du jour au lendemain comme ça où on s'est dit, allez, on vire tous les builders assembleurs. Déjà parce qu'on ne les a pas vraiment enlevés, c'est-à-dire que on s'est juste dit que dans la plupart des cas, en fait, on n'en a pas besoin. À l'époque, on a implémenté la clean architecture, et en réalité, d'ailleurs, les patterns builder, assembleur, etc., ne sont pas propres à la clean architecture, c'est des choses qu'on a ajoutées à ce moment-là pour solidifier encore un peu plus le truc. Mais quand on l'a fait à ce moment-là, c'était vraiment pour cadrer le truc. Et si vous vous souvenez de la petite anecdote que je vous ai racontée sur la refonte qui a cassé la prod, etc., il y avait peut-être aussi ce petit traumatisme de dire on ne veut plus jamais ça, donc on va tout cadrer et tout rendre costaud, etc. Donc en fait, on a fait le maximum sans prendre en compte, à l'époque, mais on n'avait pas le recul, que en fait, dans la plupart des cas, on n'en a pas spécialement besoin. Donc cette réflexion, elle continue. Là, je vous ai mis en avant, par exemple, les interfaces de la request et de la réponse. Parce que là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quasiment chaque classe a son interface, systématiquement. Et là, on est sur des DTO. Et pareil, avec le temps, on va se rendre compte qu'en fait, avec plus de 600 use cases développés, on a peut-être eu une ou deux fois le cas où on a une use case request qui a besoin d'être implémentée pour deux use cases différents. Mais sinon, dans 99% des cas, notre use case, il a sa use case request qui est utilisée nulle part ailleurs. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une interface si elle n'est jamais implémentée ailleurs? Surtout pour un DTO. Et bien là, on va supprimer les interfaces aussi. À ce niveau-là, quand je dis on va supprimer les interfaces, attention, on n'a pas supprimé toutes les interfaces de notre projet. Hein, mais celle-là, je vous ai montré, use case request, request response, c'est des DTO. On se dit, on peut y aller, on peut les supprimer. Et ça simplifie les choses encore. On voit qu'on a nos différentes couches qui sont encore séparées. On a du framework, le contrôleur, on a la partie avec le use case, sa request, sa response qui sont dans le même namespace. L'entité, bon, le schéma, il devait rentrer dans la slide, donc j'ai pas pu le faire autrement. Là, dans la partie entité, l'entité, elle est seule. Elle n'est pas avec la gateway qu'on voit au-dessus. Mais c'est pour schématiser, on voit que tout peut être encore séparé. On a toujours un peu cette logique avec nos entités et nos use cases qui sont au centre, isolés du reste. Donc ça marche bien. Et c'est assez proche de la version qu'on a aujourd'hui chez Open Classrooms.
Je fais une petite pause aussi ici. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Plusieurs enseignements à mettre en avant et des bénéfices aussi, des enseignements de choses qu'on s'est rendu compte qu'on n'a peut-être pas forcément bien fait ou qui ne nous avaient pas aidés, mais aussi à l'inverse, des vrais bénéfices sur ce qu'on a mis en place à ce moment pendant toutes ces années. Le métier au centre, je le rappelle, donc c'était un des principes fondamentaux de la clean architecture. Mais pour le coup, c'est important de le mettre en avant parce que c'est un vrai game changer, entre guillemets, dans le sens où même si vous ne faites pas de clean architecture, le fait d'isoler le métier, de le rendre indépendant du reste, bah c'est assez cool parce que ça vous permet plein de choses en termes d'évolution. Si vous le séparez bien dans votre domaine, que vous structurez bien le truc, vous pouvez facilement faire évoluer justement votre métier et vous pouvez aussi facilement le tester. Et ça, c'est pas négligeable. Je vous disais tout à l'heure en introduction, quand je vous racontais les versions précédentes, une CI qui était plus lourde que la prod, etc., justement à cause des tests qui n'en finissaient plus. On est passé de 30 minutes pour faire tourner quelques milliers de tests à quelques secondes, quoi. Et ça grâce à cette architecture qui cadre les choses. Un enseignement quand même aussi intéressant, c'est le pragmatisme face au dogmatisme. Et là, on le voit parce qu'en fait, ce qu'on a fait en 2013, c'était très dogmatique pour le coup. C'était vraiment essayer de faire la clean architecture au plus près de ce qu'en disait Oncle Bob, plus en plus d'autres patterns qui ont été ajoutés dessus, etc., pour vraiment rendre le truc costaud, etc. Et après, avec les années, on s'est rendu compte qu'il y a des principes auxquels il ne faut pas déroger et auxquels on n'a pas l'intention de déroger, et il y en a d'autres sur lesquels on peut être peut-être un peu plus souple et s'adapter, surtout pour s'adapter à notre réel besoin et faire les choses toujours correctement, mais adaptées aux besoins de notre application, aux besoins de notre business, de notre métier, de l'évolution, de la manière dont il a besoin de pouvoir changer, etc. Parmi les enseignements aussi, et ça peut être intéressant à partager, c'est le pourquoi, de comprendre pourquoi on fait les choses et pourquoi on les met en place. Je vais revenir justement un petit peu en arrière. Quand on l'a mis en place, donc avec toute l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure, pour créer une nouvelle route API, il fallait donc créer le contrôleur. On savait qu'on aurait un contrôleur, un use case, ça c'est sûr, et puis toutes les classes qui allaient autour que je vous ai montré tout à l'heure. Potentiellement, en fonction des cas, on pouvait avoir 20-30 classes à créer au moment de créer un nouveau use case, même pour faire un get dans un CRUD. En soi, ce n'est pas forcément très grave, mais le truc, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne bien dans l'équipe pourquoi on fait comme ça et pourquoi on a besoin de créer tous ces fichiers. Moi-même, quand je suis arrivé chez Open Classroom, il y a 4 ans et demi, 5 ans, donc c'était la version avec une architecture plus ancienne où il y avait encore tous ces builders, ces assembleurs, les interfaces, etc. J'étais encore un peu junior, pas très expérimenté en tout cas, et je connaissais rien de la clean architecture. Je l'ai découvert chez eux. Et pour le coup, moi, les premières routes que j'ai créées, j'ai regardé comment ça se faisait ailleurs, j'ai copié-collé des fichiers, j'ai dit OK, j'ai mes 15-20 fichiers qui vont me permettre de faire fonctionner le truc, ça marche. Mais je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Et on l'a vu encore plus, justement, moi, la période où je suis arrivé, c'était 2021, Covid, toute la tech qui explose, etc. Open Classroom, ça n'a pas échappé à la règle, énormément de recrutement. À un moment donné, on voyait des nouveaux développeurs arriver toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et bien là, pareil, sur l'onboarding, il faut réussir à faire adhérer tout le monde à ce truc-là. Les gens qui ne connaissent pas forcément la clean architecture, qu'est-ce que c'est? Notre implémentation de la clean architecture qui n'est pas non plus une réalité absolue et qui n'est pas dans les bouquins. Donc, c'est compliqué aussi d'embarquer tout le monde, tout ça tout en continuant à délivrer, à livrer, etc., etc. Et donc, ce pourquoi on le fait et comprendre en quoi c'est vraiment intéressant d'avoir une interface à cet endroit-là, d'avoir un truc là, d'avoir cette couche-là qui communique surtout pas avec cette couche-là, mais celle-là, elle peut communiquer avec celle-là. Enfin bref, tout ça, c'est super important de prendre le temps de le partager et de savoir pourquoi on le fait. Il y a une notion aussi de cohésion qui est intéressante. Pour illustrer la notion de cohésion, je peux prendre l'exemple de... Alors, quand je parle de cohésion, il y a une phrase qu'on m'a dite quand j'ai préparé la conf, j'ai discuté avec tout le chapter back-end chez nous, y compris des gens qui avaient connu la clean architecture avant, qui sont plus chez OC.
et je ne sais plus lequel d'entre eux m'a dit la cohésion, c'est un peu l'idée de tout ce qui change pour les mêmes raisons devrait être au même endroit en termes d'architecture. Si je prends un exemple, si j'essaie d'illustrer ça en espérant bien le faire, c'est sur notre use case response tout à l'heure. On a vu que use case response, donc dans le use case, il va communiquer avec des données ou autre, etc. Donc il va manipuler une entité. Cette entité, elle va lui servir à générer la use case response, souvent avec les mêmes propriétés. Et cette use case response qui est utilisée ensuite dans le contrôleur, elle va servir à générer un view model qui a souvent aussi les mêmes propriétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rajouter une propriété dans la réponse que l'API va renvoyer, on doit la modifier sur la couche framework de notre view model, etc. On doit la rajouter sur la couche des données parce qu'il faut qu'elle revienne dans notre base de données. Et sur notre use case response, il faut qu'elle apparaisse aussi. Donc on va la modifier à 3 endroits différents pour finalement faire la même chose. Cette cohésion, on l'a gagnée par exemple avec l'exemple que je vous montrais tout à l'heure de l'OpenAPI spécification sur lesquelles on se base. Le fait de ne plus avoir de view model explicitement et que ce soit ce contrôleur unique qui génère la request, etc., en fait, lui, il va se baser, finalement, la source de vérité, ce sera les specs OpenAPI qui définissent c'est quoi une request, c'est quoi une réponse pour ce use case. Et tout le monde se fait là-dessus, on gagne un petit peu en cohésion. Mais en tout cas, globalement, c'est une notion à avoir en tête de cohésion. Sur les bénéfices, ce que je peux dire là-dessus, globalement, c'est un pari, on s'accorde à dire que c'est un pari plutôt réussi. Sur ces presque 12 ans de clean architecture maintenant chez nous. Un pari réussi parce que déjà le pari de base, en tout cas l'objectif de base quand on a mis en place la clean architecture, vous vous souvenez, suite à la refonte catastrophique, c'était de se dire plus jamais ça. Plus jamais on veut faire de refonte comme ça, on ne veut plus avoir besoin de faire une refonte comme ça, et encore moins que ça nous pète à la figure si on doit le faire. Ça c'est réussi. Depuis 12 ans, on est toujours sur cette V4, il n'y a pas eu de refonte, ça évolue avec le temps, on arrive à le faire changer, on arrive à le faire évoluer quand il y a besoin, etc. Et ça fonctionne, et je ne vous dirais pas qu'on n'a plus jamais cassé la prod, mais en tout cas plus jamais pendant une journée complète. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a tout changé aussi sur nos stratégies de test, sur la CI qui est plus performante, même en termes business, en termes organisationnels, sur le life cycle de nos devs, etc. Ça a changé beaucoup de choses, ça nous a permis d'être performants, entre guillemets. J'ai vu une conf là pendant un jour où on disait justement que c'était compliqué de mesurer la performance des devs, donc je le mets entre guillemets, mais globalement, tout le monde est plutôt très satisfait de ça, donc même en termes de DX, ça apporte quand même beaucoup de choses. Je peux même rajouter un petit point sur l'IA, parce que ça se fait en 2025 de rajouter un point sur l'IA quand on fait une conf. La clean architecture, telle qu'on la connaît là, ça peut permettre aussi justement de cadrer le truc pour les différents LLM avec lesquels vous voulez discuter, à condition évidemment de leur passer un petit playbook ou un truc où vous lui dites « chez moi c'est comme ça » et c'est pas autrement. Il va savoir qu'effectivement il doit créer un use case, il doit créer un et donc il va être capable de vous répondre assez efficacement. Et on peut avoir des cas où vraiment des fois c'est assez pratique. Je vais terminer sur ce qu'on peut envisager pour la suite, avec juste 2 points. Ça pareil, c'est une phrase qu'on m'a dit pendant que je préparais la conférence, et je trouvais ça intéressant aussi, à savoir que justement, on n'est pas arrivé aujourd'hui à un point où on se dit « Ah, là on est bien, on bouge plus ». Parce que l'architecture, elle doit continuer à évoluer, elle doit continuer à s'adapter à son environnement, à son contexte, au business qu'il y a autour, à plein de choses. Dans ce que je parle pour l'avenir, là, je parle de garder la logique métier dans les entités. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme une évolution, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte avec le temps, nous, dans notre manière de faire, qu'en fait, on a eu tendance à faire un peu glisser cette logique métier dans les use cases. Et on a beaucoup de nos use cases qui, en fait, ont beaucoup de logique métier et pas les entités. Et c'est peut-être lié justement à l'ambiguïté dont je vous parlais tout à l'heure, où quand on est dans un contexte symphonie, doctrine, on parle aussi d'entité, et donc des fois c'est compliqué de se dire mon entité c'est quoi? C'est une entité métier avec de la logique, etc., ou c'est une entité doctrine qui n'est pas censée avoir trop de logique. Peut-être qu'on a été biaisé par ça, mais en tout cas on se rend compte avec le temps qu'on a eu tendance à glisser un petit peu là-dessus, à avoir beaucoup de logique métier dans les use cases, et donc on aimerait bien essayer de revenir à quelque chose de plus centré sur les entités.
Quelque chose qu'on explore aussi en ce moment, c'est l'architecture par composants. Je ne vais pas avoir le temps de le détailler ici, évidemment, mais c'est de se dire que, même en termes, par exemple, je vous disais tout à l'heure, en termes de cohésion, etc., de mettre les choses au même endroit, tout ça, bah, c'est de se dire qu'on pourrait faire de la clean, mais au niveau d'un composant. Donc un composant, par exemple, qui doit traiter les cours, etc., dans un scope métier, bah, lui, il aura tout au même endroit, avec des couches qui ne communiquent même pas entre elles directement, mais en termes d'organisation, etc., ça permettrait d'avoir une chose plus ramassée. Et là, encore une fois, en termes de testabilité ou en termes de, même d'IA d'ailleurs, de d'IA friendly, etc., le fait de mieux organiser les choses comme ça en composants, ça peut apporter des bénéfices. On est en train d'explorer ça, c'est pas en place, mais c'est quelque chose qu'on envisage. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à utiliser le feedback. Alors, déjà, ça me fera plaisir si vous avez des choses à dire, mais même si vous avez des choses sur le fond à dire, il y avait beaucoup de choses à dire pour cette conférence. J'ai beaucoup répété pour essayer de tenir les 40 minutes et en réalité, j'ai dû couper plein de choses. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas vues ou que vous pensiez qui auraient pu être mieux développées dans cette conférence, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire sur les feedbacks. Ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que de toute façon, on ne va pas avoir le temps des questions, donc on ne pourra peut-être pas en parler tout de suite, mais ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks là-dessus. Merci.